Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Donc, je suis directeur de recherche CNRS. Je travaille au CERFAX, enfin, à l'UNTCC à Toulouse, et je travaille sur les problématiques de changement climatique et d'impact, notamment sur l'hydrologie. Je m'intéresse surtout à la région européenne. Donc, ma présentation porte sur les changements climatiques en France et les impacts sur le cycle de l'eau, sur les cycles hydrologiques, avec un focus sur le bassin du Rhône lorsque possible. Je n'ai pas passé beaucoup de temps sur l'introduction. On sait qu'il y a un changement climatique qui est en cours, un réchauffement climatique important, qui est très largement dû aux activités anthropiques. Et c'est le cas à l'échelle de la France comme à l'échelle globale. Donc, les questions qu'on peut se poser suite à ces changements en cours, c'est comment le climat va continuer à évoluer au cours du XXIe siècle, quels seront l'impact sur l'hydrologie, et quelles sont les incertitudes, les verrous et les progrès qu'il nous reste à faire encore pour progresser sur ces questions-là. Donc, quand on veut étudier les impacts du changement climatique sur le cycle hydrologique, en fait, on est obligé de mettre en œuvre une démarche assez compliquée avec de nombreuses étapes. Donc, on a besoin de partir de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, Joël en a parlé, donc qui vont correspondre à différentes évolutions socio-économiques de la société future. Ensuite, grâce à ces scénarios d'émissions, on peut faire des projections climatiques à l'aide de modèles climatiques globaux, donc qui couvrent la planète entière et qui couplent des modèles d'atmosphère, océans, de surface continentale, de glace de mer. Mais la résolution de ces modèles globaux, très complexes, est limitée à l'heure actuelle à des résolutions de l'ordre de 150 km. En moyenne, ça peut varier beaucoup. Et donc, c'est largement insuffisant si on veut étudier les impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau d'un bassin versant comme le Rhône. Donc, on est obligé de mettre en œuvre des méthodes de désagrégation qui vont permettre de dériver des données à basse résolution des modèles climatiques globaux, des données à haute résolution nécessaires pour la modélisation hydrologique. Et donc, il y a deux types d'approches qui existent. La désagrégation dynamique à l'aide de modèles climatiques régionaux, donc c'est des modèles climatiques sur une zone limitée, ce qui permet d'augmenter fortement leur résolution. Et souvent, ce sont des modèles atmosphériques uniquement, donc il n'y a pas de couple avec l'océan, ce qui permet aussi d'économiser du coût de calcul et donc d'augmenter la résolution. Et il y a aussi des méthodes de désagrégation qu'on dit statistiques, qui vont chercher à établir des relations statistiques entre le climat de grande échelle et le climat de petite échelle, les variables nécessaires pour notre modélisation hydrologique. Et cette relation statistique est établie à partir d'observations. Et ensuite, on va utiliser cette relation basée sur les observations pour dériver des projections des modèles climatiques globaux, les variables à haute résolution nécessaires pour notre modélisation hydrologique. Donc, je vais faire un peu le point où on en est à ces différents niveaux. Donc, vous avez peut-être entendu parler des projets CEMIP, donc pour les modèles climatiques globaux. Donc, ce sont des modèles d'intercomparaison internationaux où tous les groupes de modélisation climatique dans le monde font des projections climatiques coordonnées. Et donc, ça se fait à peu près tous les 9 ans, tous les 8 ans. Et en fait, ces projections climatiques globales servent de base au rapport de l'IPCC. Donc, vous pouvez encore entendre parler aujourd'hui des résultats de CEMIP 5, qui ont servi de base au 5e rapport du GIEC qui était paru en 2013, je crois. Et maintenant, on commence à voir apparaître de plus en plus dans les études les données CEMIP 6, qui ont servi de base au rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC qui est paru cet été, pour la partie, le volet sur le changement climatique, qui est paru cet été en août. Donc ça, c'est les nouvelles projections, et vous allez plus en plus entendre parler des résultats de ces projections-là. Pour la désagrégation, au niveau des agrégations dynamiques, on a le projet Eurocordex. Donc, c'est des projections climatiques régionales coordonnées à l'échelle européenne. Donc, il y a beaucoup de groupes de modélisation en Europe qui font ces simulations-là. Donc, les simulations Eurocordex utilisent. Le projet a commencé il y a peut-être 7 ans. Donc, ce sont des simulations qui utilisent des modèles climatiques CEMIP 5 encore. Donc, il n'y a pas encore de nouvel exercice de projection climatique régionale avec les simulations CEMIP 6 et la nouvelle génération de modèles climatiques régionaux. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu les nouveaux résultats de ces modèles climatiques globaux et les résultats des modèles CEMIP 6 et vous montrer comment ils se comparent avec les modèles de l'ancienne génération. Et donc, ça, je vais le faire au niveau de la France, parce que c'est difficile d'aller à des échelles plus fines avec ce type de modèle, à l'échelle du Rhône, par exemple. Donc, ici, je vous présente l'évolution de la température en France. Ce sont des anomalies par rapport à la période 1902-1931. Donc, il y a 3 types d'informations sur ce graphique. Il y a les observations en noir. Donc, en noir, vous avez le trait fin qui présente les valeurs annuelles et vous avez un trait épais qui montre les valeurs lissées. Vous avez les résultats en hiver à gauche et pour l'été à droite. Et vous avez aussi les données de modèle climatique. Pour un scénario RCP 8.5,
pour CMIP 5 et scénario SSP 5 8.5 l'équivalent pour CMIP 6 à peu près, quasiment l'équivalent. Donc, comme Joël l'a dit, hein, c'est le scénario en fait très sévère, hein, c'est à peu près le pire qui peut se passer, et espérons qu'on ne suive pas ce type de scénario. Donc, sur ces graphiques, les résultats des données CMIP 5 sont en bleu. Donc, le trait bleu gras montre la moyenne d'ensemble de ces simulations CMIP 5 et l'intervalle coloré en bleu correspond à l'incertitude due au modèle climatique, donc l'intervalle à 5,95%. Pareil pour CMIP 6. Donc, on constate des choses qui sont assez robustes aujourd'hui, c'est qu'on a une amplification à l'échelle de la France, et c'est aussi vrai sur le sud et sur le Rhône, une amplification du réchauffement avec des réchauffements plus forts en été qu'en hiver, projetés. Donc, en hiver, à la fin du XXIe siècle, on est dans ce scénario-là à peu près autour de 5 degrés. En été, on est plutôt autour de 8 degrés. On peut constater que cette amplification du réchauffement estival, en fait, on peut déjà l'observer dans les observations, hein. On voit qu'en été, on s'est déjà réchauffé de plus de 2 degrés à peu près. Sur la France, dans les observations, donc sur le trait en noir, alors qu'en hiver, on est encore autour de 1,5 degré. Donc, ça semble quelque chose qui est aussi observé. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que en hiver, en fait, les modèles, la moyenne des modèles est proche des observations pour le réchauffement. Donc, les modèles en moyenne se réchauffent comme ce qui a été observé. Par contre, en été, on voit que les modèles, la moyenne d'ensemble des modèles, en tout cas, est largement sous les observations. Donc, il y a beaucoup de modèles qui sous-estiment le réchauffement récent. Et maintenant, si on compare les résultats entre CMIP 6 et CMIP 5, on voit qu'il y a quand même des évolutions assez notables entre les deux exercices qui utilisent quasiment le même scénario d'émission de gaz à effet de serre, à part quelques petits détails. Et donc, on voit que notamment en été, les modèles CMIP 6 se réchauffent encore plus que les modèles CMIP 5, donc quasiment 1 degré de plus. Donc, on a des changements qui seront plus sévères si on en croit les modèles CMIP 6. Maintenant, je m'intéresse à l'évolution des précipitations sur la France, toujours la même forme de graphe. Donc, sur la France, comme Joël l'a dit aussi pour le bassin, pour le Rhône méditerranéen, il y a un contraste entre l'évolution en hiver et en été. Donc, en été, on a plutôt une augmentation des précipitations relativement modérée, et elle est plus forte sur le nord de la France, comme on le verra. Et en été, par contre, on a une diminution forte des précipitations qui a lieu. Au niveau des tendances, on voit qu'en hiver, aussi bien il y a une petite tendance en hiver qui a une petite tendance positive, mais c'est pas forcément, enfin c'est petit, c'est très bruité. On a à peu près ça dans les modèles. Et en été, on voit qu'on n'a pas eu quasiment d'évolution au niveau des précipitations à l'échelle de la France, hein, toute petite tendance négative, alors qu'on pourrait être dans le climat futur une très forte diminution. Mais on voit par contre que dans le climat présent, les modèles CMIP 5 et CMIP 6 sont tout à fait cohérents avec les observations en été au niveau des tendances, enfin, l'absence de tendance. Donc ça, c'est intéressant de voir que par rapport à la température, en fait, à l'échelle de la France, on a déjà un peu eu une expérience du réchauffement climatique. On a déjà observé des réchauffements climatiques importants. Par contre, au niveau des précipitations, on voit que pour l'instant, on n'a rien vu par rapport à ce qui est projeté dans le climat futur. Et donc, là, il peut y avoir des impacts importants et qui peuvent nous prendre au dépourvu. Donc ça, c'était les changements dus à un scénario, donc très sévère. Donc évidemment, on s'intéresse aussi, quand on fait de la modélisation globale, à différents scénarios. Donc là, je vous présente le même type de graphe, mais pour différents scénarios. Donc vous avez la température en haut et les précipitations en bas, et l'hiver à gauche et l'été à droite. C'est le même type de graphe qu'avant. Et vous avez les résultats pour 4 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Le RCP 1.2.6, qui est similaire au RCP 2.6 dont Joël a parlé, et au plus sévère dont je viens de parler. Donc évidemment, vous avez une très grande dépendance des résultats au scénario, hein. On voit qu'avec le scénario 1.2.6, donc il faudrait vraiment, qui est à peu près compatible avec les accords de Paris sur le climat et pour lequel il faudrait vraiment faire des efforts majeurs pour suivre, on voit qu'on arrive à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en hiver et à 2 à 3 en été en moyenne. Et c'est largement moins, évidemment, qu'avec le scénario RCP 8.5. Mais c'est quand même significatif, c'est quand même un réchauffement de 3 degrés en été, ce n'est pas négligeable, hein, ça aura des impacts, même pour ce scénario, entre guillemets, très, très optimiste. Au niveau précipitation, on voit qu'en été, notamment, où les changements sont forts, on voit que ce scénario aussi permet de très largement limiter les impacts du changement climatique, avec seulement une diminution modérée avec ce scénario des précipitations. Donc ça, c'était les changements à l'échelle en moyenne sur la France. Maintenant, on peut s'intéresser à la répartition spatiale de ces changements. Donc ici, je vous présente les cartes des changements en fin de XXIe siècle des précipitations, en hiver à gauche, en été à droite.
Et donc ça, c'est toujours pour les modèles CMIP, c'est pour un scénario le plus sévère. Et donc là, maintenant, ce sont des changements relatifs. Tout à l'heure, sur les moyennes sur la France, c'était des changements en millimètres par jour. Là, ce sont des changements relatifs. Donc, une caractéristique du changement de précipitation à l'échelle de la France, c'est le contraste saisonnier, avec une augmentation plutôt en hiver, qui est plus forte sur le nord du pays et qui est faible sur le bassin du Rhône, en tout cas sur le sud du bassin du Rhône, comme Joël l'a dit. Et en été, par contre, on a une forte diminution sur toute la France, plutôt encore plus forte dans le sud-ouest, avec des diminutions qui peuvent atteindre quasiment 40% avec ce scénario-là. On voit qu'au niveau des Alpes, on a des gradients de changement qui sont assez importants. On passe de changements plus modérés à l'est à des changements plus forts à l'ouest. Mais par contre, ces types de modèles globaux, ce n'est pas forcément le meilleur outil pour projeter l'évolution les changements fins du climat, par exemple, dans une zone de montagne. Donc ça, on a ce contraste saisonnier des précipitations, qui est vraiment un marqueur fort du changement climatique à l'échelle de la France, du Rhône. Et on a aussi un contraste encore plus subtil au niveau des événements pluvieux eux-mêmes. Donc ici, je m'intéresse à l'échelle de temps annuelle et je m'intéresse à deux propriétés des précipitations, la fréquence des précipitations et leur intensité. Donc la fréquence des précipitations, c'est est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il ne pleut pas. Et l'intensité, c'est la quantité d'eau qui tombe quand il pleut, donc sans prendre en compte les jours non pluvieux. Et donc, si on fait cette division des changements, si on sépare les changements de précipitation dans ces deux propriétés dans les modèles CMIP, toujours pour le même scénario, on constate que globalement, à l'échelle de la France entière, et c'est plus fort sur le sud, on a une diminution de la fréquence des précipitations, donc de l'ordre de 15, presque 20% au plus fort. Donc, il pleut moins souvent. Par contre, l'intensité des précipitations augmente, d'autant plus fort sur le nord de la France, mais à peu près partout, de façon modérée au sud. L'intensité augmente. Donc, on a à la fois moins de précipitations, mais quand il pleut, et ça c'est à l'échelle de temps journalière, et quand il pleut de façon plus intense. Donc ça, évidemment, ça a des conséquences importantes pour le cycle de l'eau, et ça peut être cohérent avec à la fois une augmentation de l'occurrence de sécheresse et aussi à des crues plus fréquentes. Donc ça, c'était pour les résultats des modèles climatiques globaux de dernière génération. Donc après, je vais vous présenter des résultats d'évolution du cycle hydrologique du bassin du Rhône. Donc, si on veut étudier le cycle hydrologique sur le bassin du Rhône, on est obligé de mettre en œuvre des méthodes de désagrégation, je l'ai dit, et de la modélisation hydrologique. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui date un peu aujourd'hui, mais je pense que c'est la dernière encore, pas pour longtemps, mais c'est la dernière étude à l'échelle de la France multimodèle des changements climatiques sur le cycle de l'eau. Donc cette étude, elle est basée sur les modèles climatiques C1005, donc les modèles d'ancienne génération. Elle se base sur une méthode de désagrégation statistique qui a été décrite en 2015. Et le modèle hydrologique utilisé principalement, c'est le modèle ISBA-MODFOO. Donc ISBA, c'est un modèle de surface continentale développé à Météo France, et MODFOO, c'est un modèle hydrogéologique développé par les mines ParisTech. Donc je vais tout d'abord vous présenter l'évolution de bilan en eau et de la neige en surface, et de la neige, pardon. Donc, tout d'abord, on va regarder à gauche l'évolution de bilan en eau. Donc, il s'agit des changements relatifs des principales variables du bilan en eau en moyenne sur le bassin du Rhône. Donc, ces variables, ce sont les précipitations, qui sont montrées au travers du box-plot bleu, l'évapotranspiration, qui est montrée au travers du box-plot vert, et le ruissellement total, qui est montré au travers du box-plot rouge. Et ça, c'est en moyenne pour le Rhône à Beaucaire. Donc, ces box-plots montrent la médiane pour le scénario RCP 8.5, donc le scénario le plus sévère, et l'intervalle de confiance 5,95 qui montre les incertitudes modèles. On a aussi des traits horizontaux de différentes couleurs, donc en jaune, en bleu et en vert, qui correspondent à la moyenne d'ensemble pour les autres scénarios. Et donc, vous avez les changements pour les différentes saisons, en hiver, tout à gauche, printemps, été, automne, et les changements annuels à droite. Donc, sur le bassin du Rhône, comme sur la France, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, vous avez un contraste saisonnier des changements de précipitations, avec une augmentation des précipitations en hiver, modérée, ce qu'on peut voir avec le box-plot bleu ici, et une diminution forte en été, des précipitations qui peut aller en moyenne d'ensemble jusqu'à 40% dans ce cas-là. Donc, il y a ce contraste saisonnier important, mais aussi un contraste saisonnier important en termes de changement d'évapotranspiration, donc les box-plots verts. Donc, on a une forte augmentation d'évapotranspiration en hiver. Donc là, il faut faire un peu attention parce que c'est des changements relatifs. En hiver, l'évapotranspiration climatologique est faible, donc c'est facile d'avoir un changement relatif important par rapport à d'autres saisons. Mais on a quand même une augmentation qui est importante. Et vous avez aussi une augmentation importante au printemps et un peu plus faible en automne et une diminution en été. Donc, l'évapotranspiration augmente en fait parce qu'avec le changement climatique, vous avez plus d'énergie qui arrive à la surface. En hiver et au printemps, notamment, où les sols sont relativement humides,
vous avez l'évapotranspiration va augmenter. Par contre, en été, on a une forte diminution, enfin, on a une petite diminution d'évapotranspiration. C'est parce qu'en été, les sols deviennent trop secs pour pouvoir alimenter cette augmentation d'évapotranspiration. Donc, on a beau avoir plus d'énergie qui arrive à la surface en été, l'évapotranspiration n'augmente pas, elle diminue même parce que les sols sont très secs. Et ils sont très secs parce que les précipitations diminuent fortement, enfin, notamment pour ça. Et donc, ce contraste des changements d'évapotranspiration va aussi jouer sur le ruissellement et sur les débits parce que, évidemment, l'évapotranspiration, en fait, ça prend de l'eau à la surface pour la remettre vers l'atmosphère et donc c'est de l'eau qui n'est pas utilisable pour le ruissellement. Donc, en fait, l'évapotranspiration va avoir tendance à avoir un impact négatif sur les débits en hiver et au printemps notamment, et plutôt un impact positif sur les débits, donc en été. Ça va un peu limiter la diminution des débits, mais par contre, comme les précipitations diminuent fortement, au final, le ruissellement diminue fortement en été. Il y a aussi une autre variable qui est très importante pour l'évolution du cycle hydraulique dans les Alpes, c'est la neige. Il y a une partie importante du bassin versant qui est dans les montagnes. Donc ici, je vous présente l'évolution de la neige dans les Alpes, donc toujours dans ces simulations hydrologiques. Donc c'est la masse, c'est l'évolution de la masse neigeuse en pourcent par rapport à la période 1960-1990 pour les 4 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez sur ce graphe les moyennes d'ensemble. Et pour 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, le RCP 4.5 en vert et le RCP 8.5 en rouge, vous avez aussi l'intervalle de confiance à 5,95. Donc vous voyez, ce n'est pas un mystère, mais qu'il y a des diminutions vraiment extrêmement fortes des précipitations, de la couverture de neige sur les Alpes. Avec le scénario le plus sévère, ça peut aller jusqu'à 90%, donc c'est vraiment très très fort. Et là, on voit que même avec le scénario RCP 2.6, donc il y a un scénario compatible, quasiment compatible avec les accords de Paris sur le climat et qui sera très difficile à suivre, on voit que même avec ce scénario-là, on arrive à des diminutions de la neige dans les Alpes de 50%. Donc, en fait, pour le coup, alors que pour d'autres variables, avec ce scénario-là, on a des changements climatiques qui sont modérés, pour la neige, on a quand même des choses qui sont encore très, très importantes. Donc ça, c'est un impact sur les débits, comme je vais l'expliquer plus tard. Donc ici, je vous présente tout d'abord l'évolution des débits simulés dans cette étude pour le Rhône à Beaucaire. Donc vous avez toujours, donc ça, c'est les débits annuels. Donc vous avez toujours les résultats pour les 4 scénarios avec 2 intervalles de confiance. Et sur ce graphe, il y a aussi l'évolution observée en noir et les résultats en violet donnés par le modèle ISBA-Motku forcé par des observations qui sont assez proches des observations, qui donnent les résultats assez proches des observations, des débits observés pour le. Donc au niveau à l'échelle de temps annuel, les changements de débit sur le Rhône sont globalement relativement modérés. On est à des diminutions qui sont entre 15 et 20% avec le scénario le plus sévère. Et on voit qu'avec le scénario le plus optimiste, le scénario RCP 2.6, on n'a quasiment pas de changement à l'échelle de temps annuel. Mais en fait, ces changements à l'échelle de temps annuel cachent des variations saisonnières, des différences saisonnières très importantes, ce que je vais vous montrer ici au travers de cartes. Donc, ces cartes montrent le changement relatif des débits sur la France en fin de 21e siècle pour le scénario RCP 8.5, donc le scénario le plus sévère. Donc, vous avez la moyenne d'ensemble à gauche et l'intervalle de confiance à 5,95 à droite. Et vous avez les changements en hiver en haut et les changements en été en bas. Donc, à l'échelle de la France, vous voyez qu'en hiver, on a des changements qui sont assez variables spatialement, avec plutôt une augmentation sur le nord de la France et surtout sur le nord-est, ici. On a des diminutions assez importantes, enfin très importantes même sur le bassin à Dour-Garonne, sauf pour les têtes de bassin pyrénéennes, dans les régions de montagne. Et vous voyez aussi un comportement spécifique pour le bassin du Rhône. Donc, sur le bassin du Rhône, vous avez plutôt une augmentation en hiver, et elle est extrêmement prononcée pour les affluents de montagne du Rhône. Donc, comme l'Isère, par exemple, on voit que les augmentations de débit peuvent être quasiment de 50% en hiver. Donc ça s'explique par la neige, en fait, l'évolution de la neige. Donc en hiver, on a vu qu'on avait une petite augmentation des précipitations sur le bassin du Rhône dans ces simulations-là, dans ces projections. Mais en fait, on va avoir aussi un très fort changement du ratio des précipitations neigeuses et pluvieuses. Les précipitations qui avaient tendance à tomber sous forme de neige dans le climat présent vont avoir tendance à tomber de plus en plus souvent sous forme pluvieuse avec le réchauffement climatique et avec un réchauffement climatique fort. Et donc, quand les précipitations tombent sous forme pluvieuse, elles vont ruisseler immédiatement vers les rivières, alors que quand elles tombent sous forme de neige, l'eau va être stockée sous forme de neige et une bonne partie va être stockée et va en fait traverser l'hiver, une partie du printemps peut-être, et pour fondre au printemps ou en été, en début d'été, et alimenter les débits à ces saisons-là. Et si on regarde la carte d'incertitude à droite, vous pouvez voir en fait qu'il y a vraiment des très fortes incertitudes pour l'évolution des débits en hiver sur ces têtes de bassin dans les Alpes, avec des incertitudes de l'ordre de 50%.
parce que ici, vous avez l'incertitude sur les évolutions de précipes et les évolutions de température qui vont se conjuguer. Donc là, il y a vraiment des progrès à faire. Si on regarde l'été maintenant, on voit qu'à l'échelle de la France, on a une diminution assez globale des débits, qui est plus prononcée sur le sud de la France et qui est particulièrement prononcée sur les rivières alpines du bassin du Rhône. Et là aussi, ça s'explique parce que le mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin en partie, hein, il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi la réduction des précipitations, mais il y a aussi ce rôle de la neige qui va amplifier ce qui se passe en été dans ces rivières-là. Donc voilà pour les résultats de cette étude des changements hydrologiques à l'échelle de la France et du Rhône, de cette étude qui date de quelques années maintenant. Donc je vais faire un peu maintenant un point sur des questions actuelles qui existent avec le temps qui me reste. Donc on l'a vu, hein, dans l'étude des impacts du changement climatique sur l'hydrologie, il y a de nombreuses étapes. Là, j'en ai montré 4. À chacune de ces étapes, il y a des incertitudes, il y a potentiellement des erreurs et on espère il y a des progrès à faire. Donc, il y a un point sur lequel je voulais parler, c'est les incertitudes dues à la modélisation hydrologique. Donc, les résultats dont je vous ai parlé précédemment ont été obtenus avec un seul modèle hydrologique, le modèle ISBA-MODCU. Dans l'étude de Dion et al. 2018, on a aussi fait des simulations avec un autre modèle hydrologique, le modèle Mordor, donc le modèle d'EDF. Donc, c'est Joël Gaillard d'EDF, qui est dans l'assistance, je crois, qui a fait ces simulations-là. Donc, on utilise exactement le même forçage météorologique que les projections ISBA-MODCU dont je vous ai parlé précédemment. La seule différence, c'est qu'on utilise un modèle hydrologique différent. Et donc, sur ce graphe, je vous présente les changements des débits dans Mordor sur l'axe des Y et dans ISBA-MODCU sur l'axe des X. Et vous avez la diagonale qui montrerait des changements identiques entre Mordor et ISBA. Et donc, sur ce graphe, vous avez des gros points colorés qui correspondent en fait à la moyenne de différents scénarios climatiques, donc de différentes projections climatiques pour le scénario RCP 8.5 pour un bassin versant donné. Et la croix montre l'intervalle de confiance et les petits points montrent les simulations individuelles. Donc, chaque couleur correspond à un bassin versant qui sont situés en fait pas que dans le Rhône, hein, il y en a sur ce bassin-là, il y en a dans le Massif central, il y en a dans les Pyrénées. Donc, on voit que globalement, en hiver, on est au-dessus de la diagonale, avec par exemple des changements. Quand il y a des diminutions en hiver, elles sont un peu plus faibles dans Mordor que dans ISBA-MODCU. Par contre, en IFT, on a quelque chose d'opposé. Donc, en général, pour quasiment tous les bassins versants, on est sous la diagonale, avec des diminutions plus importantes dans Mordor que dans MODCU. Donc, par exemple, il y a pas mal de modèles où on a des diminutions de l'ordre de 40% dans ISBA-MODCU, alors que ça fait des diminutions de 60% dans Mordor. Donc, on a une incertitude due à la modélisation hydrologique, qui est ici probablement liée à la représentation des écoulements différés, des écoulements lents dus au NAP, des incertitudes hydrologiques qui peuvent être fortes. Et donc, en plus, là, il y a des choses qu'on ne représente pas, qu'on ne simule pas, comme l'effet physiologique du CO2. Donc, le CO2, en fait, a un impact sur le climat via des modifications du bilan radiatif de la Terre, mais il a aussi un impact autre via les plantes. Donc, quand la concentration en dioxyde de carbone augmente, les plantes ont tendance à répondre en fermant fermant un peu leurs stomates, et donc en diminuant leur évapotranspiration. Et donc, évidemment, l'évolution de l'évapotranspiration va avoir un impact sur l'évolution du cycle hydrologique continental. Cet effet physiologique du CO2, qui commence à être pris dans une grande partie des modèles climatiques globaux de nouvelle génération, n'est pas pris en compte dans les études hydrologiques pour le moment, enfin très rarement en tout cas. Et après, un autre point important des choses qui ne sont pas prises en compte dans ces simulations-là, c'est les changements anthropiques non climatiques, donc les changements d'utilisation des sols qui peuvent avoir un impact hydrologique important avec l'imperméabilisation des sols, etc. Et aussi les évolutions de l'usage de l'eau, de la gestion des barrages, de l'irrigation agricole. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à prendre en compte parce que ça va aussi dépendre c'est des incertitudes qu'on dit réflexives parce que ça dépend aussi de l'évolution du climat. L'évolution des usages de l'eau va dépendre de l'évolution du climat. Donc, on a une boucle ici. C'est quelque chose qui est complexe, mais je crois que Eric vous parlera de ça un peu par la suite. Donc, il y a un autre impact, un point important sur lequel il faudrait progresser, ça concerne la modélisation climatique, les projections climatiques. Donc ici, je vous présente la comparaison des résultats des modèles climatiques globaux, donc les modèles CIMIP 5, versus les modèles climatiques régionaux actuels, les modèles Eurocordex. Donc vous avez les changements de température multimodèles à gauche, les changements de précipitation à droite. Ce sont des moyennes de changements à la fin du XXIe siècle sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Donc vous avez trois distributions à chaque fois. Donc la première distribution en noir présente la distribution multimodèle de l'ensemble des modèles CIMIP 5. En vert, ça présente la distribution des modèles CIMIP 5 du sous-échantillon de modèles CIMIP 5 qui ont servi à forcer les modèles régionaux. Et vous avez la distribution des modèles régionaux tout à droite. Donc,
Et ça, vous avez ça pour la température et pour les précipitations. Donc, vous voyez que pour la température, les modèles régionaux ont tendance à, donc pour le même scénario d'émission de gaz à effet de serre, ils ont tendance à se réchauffer largement moins que les modèles globaux. Donc, on a une différence de réchauffement de l'ordre de 1,5 degré, donc c'est très loin d'être négligeable. Et au niveau précipitation, vous avez aussi des changements moins sévères dans les modèles régionaux. Donc, on tourne autour de 10% en moyenne, alors qu'on est plutôt à 20% dans les modèles globaux, avec des valeurs qui peuvent dépasser les 40% dans les modèles globaux, alors qu'on dépasse dépasse jamais même les 30% dans les modèles régionaux. Donc, on a des incertitudes importantes au niveau de l'évolution du climat à l'échelle de l'Europe et de la France. Il faut savoir que dans l'étude de Dayon et al. Dont je vous ai parlé, en fait, les résultats ont tendance à suivre plutôt ceux du modèle climatique global. Les résultats désagrégés suivent ceux du modèle climatique global. Donc, on est plutôt des changements sévères par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on utilisait des simulations Eurocordex pour faire des simulations hydrologiques. Donc là, il y a des progrès importants à faire aussi pour savoir quels changements sont les plus réalistes aux échelles qui nous intéressent. Et finalement, là, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, mais je pense qu'il ne me reste pas longtemps. Donc, il y a un nouveau type de modèle climatique qui arrive aujourd'hui. Donc, je voulais quand même vous en parler parce que c'est assez intéressant. Donc, ce sont les Convection Permitting Regional Climate Models. Donc, en fait, les CPRCM, comme on les appelle, en fait, ce sont des modèles climatiques régionaux à peu près classiques, sauf qu'on les fait tourner à une résolution très, très élevée. Donc, les CPRCM, leur résolution, c'est en dessous de 4 km. Là, ce dont je vous parle, une résolution de 3 km. Donc, c'est des résolutions très élevées par rapport à ce qu'on fait en modèle climatique global, 150 km à peu près, et même en modèle climatique régional classique. Donc, dans les simulations Eurocordex, on était à 12 km. Donc, ces CPRCM, on augmente fortement la résolution. Et ça, ce n'est pas anodin parce que ça permet de simuler un nouveau processus de façon explicite, donc la convection atmosphérique. On peut la résoudre explicitement dans les CPRCM, alors que dans les RCM, on doit la paramétriser, tout comme dans les modèles climatiques globaux. C'est évidemment de résoudre un nouveau processus aussi important pour les précipitations de façon explicite, donc selon les lois fondamentales de la dynamique de la physique. C'est intéressant, ça peut amener à des progrès importants. Et donc, là, les premiers résultats qui commencent à apparaître de ces simulations-là montrent qu'il pourrait y avoir des changements assez importants dans les projections des changements des précipitations extrêmes, en particulier pour les précipitations à l'échelle de temps horaire, auxquelles on ne s'intéresse pas beaucoup d'habitude. Et donc, ça va être important, par exemple, pour la simulation des événements méditerranéens sur le bassin du Rhône. Donc, je vais conclure. Donc, on a vu qu'il y avait des changements hydrologiques importants à attendre sur le bassin du Rhône, avec une augmentation des débits en hiver et une diminution forte en été. Et sur le bassin du Rhône, il y a un rôle important de la neige. Et il y a encore des incertitudes importantes qui existent et des choses qu'on ne simule pas encore de façon correcte, enfin, qu'on ne simule pas encore au niveau hydrologique, comme je le redirai par la suite. Donc, il y a des progrès qui restent à faire et il y a des opportunités qui existent. Donc, au niveau progrès, je pense qu'il faut essayer de réduire les incertitudes des changements climatiques régionaux si on veut avancer. Il y a un nouvel outil qui apparaît, donc ça, c'est une opportunité de progrès, ce sont l'arrivée des CPRCM. Ça sera à suivre. Et au niveau des projections hydrologiques, il y a de la simulation hydrologique. Il faudrait prendre en compte l'impact physiologique du CO2, je pense, et des changements d'utilisation des sols et d'usage de l'eau pour pouvoir progresser. Donc voilà, merci, j'ai fini cette présentation.